Ils sont de retour avec les beaux jours. Les vélos ont quitté les caves et les jardins. La place qu'accordent nos vélocycles est-elle suffisante? Le développement du vélo se fait-il au détriment des automobilistes? On en débat maintenant dans La Voie est libre. Bonjour à tous, bienvenue dans La Voie est libre. Le vélo est-il l'avenir de nos cycles? C'est le débat que nous vous proposons ce matin. Un débat en compagnie de Cyril Deveza, conseiller municipal délégué au mode doux à Besançon, membre d'Europe Écologie Les Verts. Vous nous expliquerez comment une ville telle que Besançon imagine les futurs déplacements urbains. Adrien Caillot, président de l'association Vélo Besançon, qui, comme son nom l'indique, milite pour le développement du vélo dans la capitale comtoise. Et puis Louis-Philippe Feuerstein, directeur de délégation de l'Automobile Club, notamment dans le territoire de Belfort. Les automobilistes qui bien souvent rouspètent après les cyclistes et se plaignent de la place qui leur est désormais accordée. Bonjour à tous les trois. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors vous le savez, cette émission c'est aussi la vôtre. Vous pouvez interpeller nos invités, leur poser des questions à l'adresse qui s'affiche lvel.fc@francetv.fr ou sur la page internet de notre émission sur le site de France 3 Franche-Comté. Vos questions, je les poserai à nos invités dans la deuxième partie de La Voie est libre, juste après le flash de midi. Alors, je le disais, c'est le retour du vélo avec le printemps. Cyril Deveza, faut-il miser sur un moyen de locomotion qui finalement ne sert que la moitié de l'année quand il fait beau? Oui. Parce qu'il ne sert pas que la moitié de l'année. Il y a beaucoup d'études qui montrent, enfin, c'est pas des études, c'est une vraie mesure qui montre que on pédale moins finalement à Nice et à Bayonne qu'à Strasbourg et Grenoble. Donc la météo, quand on commence à prendre l'habitude de faire du vélo, on s'adapte. Et puis il n'y a pas que le vélo, c'est une part de déplacement qui peut se cumuler avec d'autres. Donc on peut avoir aussi un abonnement de bus, un abonnement autocité pour les jours où réellement c'est difficile. Ce sont les modes doux dont vous avez la charge, c'est ça les modes doux? Qu'est-ce que vous mettez derrière? Moi, personnellement, je préfère l'appellation mode actif. Parce que je trouve qu'il y a une question de santé publique qui est derrière. Donc je préfère les modes actifs, marche à pied, vélo, etc. Dans les modes doux, ce qui est parfois pas facile à comprendre, ce sont toutes ces démarches personnelles qu'on fait pour utiliser un moyen de déplacement alternatif aux véhicules personnels. Adrien Caillot, je le disais, vous êtes président d'une association qui milite pour le développement du vélo. On parlait juste à l'instant de santé publique. Quels sont les arguments pour développer le vélo? Cyril a raison quand il parle de santé publique. C'est clair que la voiture en ville, même si parfois elle est utile, elle pose au quotidien des problèmes de pollution de l'air déjà. Avec tout ce que ça peut engendrer comme maladies respiratoires, les enfants asthmatiques, les choses comme ça. Et puis, elle pose également des problèmes de pollution sonore. Puisque moi, je suis concerné, j'habite le long d'un grand axe à Besançon et on entend jour et nuit des voitures devant les fenêtres. Je finirai par déménager pour cette raison, quoi. Et donc la voiture, elle pose la santé, la pollution, et puis également l'encombrement, puisque une voiture, ça encombre beaucoup d'espace dans une ville. Donc c'est pas forcément le moyen de déplacement le plus adapté, surtout dans les quartiers où les rues sont étroites, où il n'y a même pas la place pour stationner la voiture de tous les habitants. Louis-Philippe Feuerstein, comment vous recevez ces critiques en tant que représentant des automobilistes? Polluant la voiture, elle prend de la place, elle crée des bouchons? Bien sûr, en fait, ce sont des arguments qu'on peut entendre, mais bon, déjà fait beaucoup de progrès au niveau de la pollution, et le véhicule est quand même quelque chose, pour beaucoup de personnes, d'indispensable. Si vous habitez loin de votre lieu de travail, le véhicule vous est pratiquement indispensable. Très souvent, les moyens de transport en commun ne sont pas adaptés, donc beaucoup de personnes sont obligées d'utiliser leur véhicule. Les personnes âgées aussi n'ont souvent pas d'autres moyens de déplacement que celui-là. Quand on dit le retour du printemps correspond au retour des vélos, est-ce que c'est aussi le retour des craintes des automobilistes d'écraser des vélos? Absolument. Disons que la multiplication de l'usage du vélo pose effectivement des soucis, puisqu'il y a un partage de la route qui doit être effectué. Donc il est nécessaire que les automobilistes soient plus vigilants
vis-à-vis des cyclistes et réciproquement aussi que les cyclistes respectent au moins les règles du code de la route qui leur sont applicables. Alors, on va parler de tout ça, mais d'abord, pour développer l'usage des vélos, nos villes sont de plus en plus nombreuses à en proposer des vélos en libre service. Alors, c'est le cas à Besançon avec Vélocité depuis septembre 2007. C'est le cas aussi depuis le début de la semaine à Belfort. Belfort, la deuxième ville de la région, qui vient donc de lancer lundi ses vélos en libre service. C'est un reportage de Maxime Menneveau et Philippe Trebiatowski. On regarde et on réagit juste après. Tout beau, tout vert. Les vélos en libre service ont fait leur apparition à Belfort. Pour l'instant, ils font plus de curieux que d'adeptes. Je commence à comprendre comment ça marche le système. C'est simple? C'est simple pour certains, mais c'est pas simple pour les autres. Les jeunes, en général, on sort de soirée, on sait pas trop comment rentrer, le taxi, le bus, donc bon, du coup, là, le vélo est là, donc c'est super. Depuis 11h ce matin, on a énormément de monde qui viennent voir comment ça fonctionne, comment on peut prendre le vélo donc avec le pass Optimo, et aussi voilà, des personnes qui l'ont pris, qui sont reparties avec pour retourner au travail. Voilà. En tout, 200 vélos ont été installés dans 21 stations. Pneus anti-crevaison, paniers de transport, ces vélos Made in France disposent même de leur propre cadenas intégré. J'ai un câble qui sort du guidon et qui est ici, peut se clipser ici. Donc on attache un poteau ou un attache-vélo dont on en a disposé dans toute la ville. Pour utiliser ces vélos, il faut détenir une carte de bus Optimo ou bien payer par carte bleue via un serveur vocal. Prix de la location, 2 centimes d'euros par minute. Une offre qui sera bientôt étendue à la voiture. Avant la fin du mois de juin, sur toutes les communes périphériques de Belfort, les communes limitrophes, on va aussi installer 70 vélos complémentaires, pour offrir vraiment une solution de mobilité, bus, vélo, voiture. Voilà, bus, vélo, voiture, Belfort qui souhaite interconnecter les moyens de transport. L'objectif est de doubler le nombre de cyclistes d'ici 3 ans. Je vous rappelle que vous pouvez réagir et interpeller nos invités à l'adresse lvel.fc@francetv.fr ou sur la page internet de notre émission. Cyril Deveza, est-ce que les vélos en libre service, ça permet d'augmenter l'usage du vélo? Oui, c'est un outil de démarrage. En 2007, quand on a lancé Vélocité, il y a beaucoup de gens qui n'avaient plus l'habitude de sortir leur vélo du garage ou de la cave, etc., qui n'avaient pas fait la démarche d'acheter un cycle. Et l'essai de Vélocité leur a permis soit de confirmer sur du moyen terme ou long terme que faire du vélo était une bonne chose, soit de leur donner envie progressivement de ressortir leurs anciens vélos et de se mettre vraiment à la pratique du vélo. Qui utilise les vélos en libre service? Ce sont d'anciens piétons ou d'anciens automobilistes? Autrement dit, est-ce qu'on réduit vraiment le trafic automobile avec ce système de location? Alors, pas forcément avec Vélocité. C'est-à-dire que soit ce sont des personnes qui ont fait le choix effectivement de se déplacer autrement, c'est-à-dire d'arriver avec les TER en gare de Besançon et ensuite de prendre la Vélocité pour se rendre sur leur lieu de travail, soit ce sont des personnes plutôt actives, puisqu'on remarque sur les emprunts de vélo que c'est plus sur les jours de semaine à des horaires d'ouverture des magasins, etc., fermeture et le temps de midi, donc plus des actifs qui sautent sur un Vélocité pour traverser la ville, aller manger, retrouver leurs amis, etc. Donc c'est pas, il y a plusieurs cas de figure. C'est pas forcément d'anciens piétons ou d'anciens automobilistes. Tout le monde saute sur un Vélocité quand il en a l'occasion, parce que c'est un équipement pratique. Vous êtes d'accord, Adrien Caillot? Ça permet de développer le vélo de manière générale et peu importe si ce sont d'anciens piétons ou d'anciens automobilistes qui l'utilisent? Ouais, je suis assez d'accord avec cette analyse. Nous, Vélocité dans l'association, c'est quelque chose qu'on avait demandé quand on commençait à parler de vélo en libre service dans les villes. Et donc quand la ville de Besançon a mis ça en place, on était plutôt contents. On a été un peu comme eux surpris du succès. Et on voit, oui, qu'il y a d'anciens piétons, c'est-à-dire des gens qui auraient fait leur trajet à pied s'il n'y avait pas eu Vélocité. Donc là, il n'y a pas de report de la voiture au vélo. Mais il y en a aussi qui auraient pris la voiture ou qui vont prendre Vélocité. Néanmoins, il y a quand même beaucoup d'usagers qui se plaignent du service, avec des stations qui sont pas forcément, qui manquent de vélos, ou il y en a trop où on peut plus déposer son vélo. C'est compliqué à organiser, ça. Ouais, tout à fait. Hein. On voit bien que on voit les véhicules qui répartissent les vélos avec des remorques, avec des vélos sur des remorques pour répartir.
Mais bon, apparemment, ils n'arrivent pas toujours à répartir les choses de façon idéale. Ça doit pas être un métier facile non plus. En proposant des stations bonus. Parce qu'on avait remarqué que c'était surtout les stations qui étaient en hauteur, si on veut dire. Oui, la topographie de Besançon étant ce qu'elle est, d'accord. Oui, même si c'est discutable. Mais rue Xavier Marmier, place Leclerc, à Garviotte et place de la Liberté, ce sont 4 stations bonus. Donc les gens bénéficient de 15 minutes de plus s'ils prennent un vélo sur les stations basses et qu'ils le remontent. Il y a une prime à celui qui fait l'effort de remonter on essaie de la trouver côte. des petites astuces comme ça pour corriger un petit peu ces déséquilibres. Mais bon, il faut le prendre comme un outil. Effectivement, c'est pas absolument parfait, même si moi je trouve que c'est une très belle proposition mise à la disposition de nos citoyens. Louis-Philippe Feuerstein, est-ce que en tant qu'automobiliste, vous avez l'impression qu'on en fait trop pour le vélo? Pas du tout. Effectivement, c'est une option complémentaire qui est proposée aux usagers. Donc, ces initiatives ne se font pas au détriment des automobilistes. L'automobiliste peut toujours aller dans une localité et une fois sur place, ayant garé son véhicule à l'extérieur de la ville, utiliser le vélo qu'il pourra avoir à sa disposition. Donc ce sont des initiatives qui ne vont pas à l'encontre des automobilistes, mais qui permettent de modifier, suivant ses besoins, son mode de transport. Néanmoins, quand on parle de développement du vélo, on parle aussi de modification des infrastructures. Et là, il y a moins de place pour les automobilistes. Alors là, c'est un autre problème. Effectivement, il faut que les infrastructures soient adaptées. Ça, il est certain que il faut quand même que l'automobiliste puisse circuler, puisse stationner dans des conditions. Alors, le fait de favoriser la circulation à vélo, ça permet également de désengorger la circulation. Donc là, c'est tout bénéfice aussi pour l'automobiliste. Mais il faut que les infrastructures s'y prêtent pour qu'effectivement cette circulation soit possible. Aujourd'hui, Adrien Caillot, les infrastructures, notamment à Besançon, on voit un exemple là avec une voiture qui stationne sur une piste cyclable. Oui. C'est compliqué de faire cohabiter les piétons, les vélos et les automobilistes. Oui, absolument. C'est un problème qui ne peut être que compliqué puisque l'espace en ville est restreint et donc en réalité, il n'y a pas la place pour tout le monde. Enfin, surtout s'il y a des automobiles là au milieu qui prennent beaucoup de place parfois pour une seule personne. Donc il n'y a pas forcément la place pour tout le monde. Donc après, nous, dans l'association en tout cas, on n'est pas anti-voiture parce qu'on a à peu près tous une voiture. Moi j'en ai une et j'ai pas prévu de me passer de voiture à court terme. Mais par contre, ce qu'on veut, c'est que l'automobiliste accepte de faire de temps en temps des concessions. C'est-à-dire que sur un grand axe, si vous avez juste la place pour faire 2 voies de circulation et une bande cyclable, par exemple, et que actuellement la place qui pourrait être utilisée pour cette bande cyclable est utilisée pour du stationnement automobile, là, il est bien évident qu'on a un conflit d'intérêts, que les automobilistes voudront garder le stationnement, nous, on a besoin d'une bande cyclable, et dans ce cas, il faudrait privilégier l'intérêt général. Tandis que dans des rues plus étroites, ça ne me pose pas de problème qu'il y ait du stationnement des rues secondaires, je veux dire, pas forcément étroites, des rues secondaires, ça me pose pas de problème qu'il y ait du stationnement des 2 côtés, puisqu'il y a peu de trafic et moi je peux circuler à vélo, j'ai pas besoin d'aménagement spécifique. Chacun doit faire des concessions, Louis-Philippe Feuerstein, les automobilistes et les vélos? Tout à fait, bien sûr, mais également il s'agit pour les municipalités aussi de faire un cheminement cohérent et adapté. Donc c'est au niveau de la municipalité aussi de prévoir quel est le meilleur itinéraire pour les cyclistes, pour les automobilistes à emprunter. Et c'est disons, en amont qu'il faut déjà mettre ces infrastructures en place. Comment on gère l'intérêt général, Cyril Devesa, sur ces questions-là? Parce qu'effectivement, il y a les contraintes des automobilistes, les contraintes des cyclistes, et puis surtout, il y a un paramètre essentiel qui est la sécurité des uns et des autres. Au niveau sécurité, il n'y a pas de problème à Besançon pour l'instant. Vous ne croyez pas qu'il y a des gens qui ne prennent pas le vélo parce qu'ils ont peur de prendre le vélo? Alors ça, c'est autre chose. C'est un sentiment d'insécurité. Ce n'est pas un problème de sécurité. C'est un problème de sentiment d'insécurité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'osent pas monter sur un vélo parce que depuis très longtemps, on a des craintes par rapport justement à la circulation automobile, par rapport aux piétons qui traversent, etc. Et parce qu'on n'a pas fait de vélo depuis longtemps, on n'est pas tout à fait en sécurité dessus. C'est des choses qui se réapprennent. Ça peut paraître bête à dire, mais ça se réapprend. Et ça dépend aussi effectivement des aménagements et du respect de chacun. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait d'aménagement. Il y a quand même une règle qui est à la base de tout, c'est le respect du code de la route. C'est la première chose à faire, c'est-à-dire qu'un cycliste n'a pas à circuler sur un trottoir, c'est réservé jusqu'aux enfants de 8 ans, comme un automobiliste n'a pas à stationner sur une piste cyclable ou un trottoir. Mettre des vies en jeu, moi quand je prends mon véhicule motorisé, j'assume mon choix ce jour-là et je vais trouver une place de stationnement qui est faite pour ça. Je ne vais pas
forcer des gens en poussette, des personnes à mobilité réduite ou des cycles à être obligés de faire une embardée sur la route et de mettre en danger les gens. Sauf que, excusez-moi, mais pour circuler à la fois en voiture et à vélo dans Besançon, il y a régulièrement... Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a régulièrement des voitures sur les pistes cyclables ou des vélos sur les trottoirs ou des voitures sur les trottoirs? Finalement, c'est une politique vis-à-vis de la police municipale. Comment on gère ça? Parce que les incivilités, elles existent. Il y a forcément la police municipale, mais il n'y a pas que la police municipale qui peut agir. On sait bien toutes les difficultés qu'on a à partir notamment d'une certaine heure le soir avec des véhicules qui viennent en centre-ville pour fréquenter plutôt des bars, des restaurants, qui stationnent un petit peu n'importe où. Là, il n'y a plus de police municipale. La police nationale, généralement, a des choses plus prioritaires à gérer. Donc là, on est confronté à des difficultés, effectivement. C'est vraiment une question qui se pose. Si chacun fait un peu, ça fonctionne. C'est juste le respect de chacun et le respect du code de la route. Il y a des règles, elles sont faites pour être respectées. Il y a une certaine exaspération en ce moment des automobilistes avec les bouchons, les travaux du tram qui n'arrangent rien, j'imagine. On est bien d'accord que les travaux du tram n'arrangent pas tout à fait la situation. Ils seront vite terminés, plus vite qu'on ne croit. On arrivera décembre de l'année prochaine. On arrivera du coup à une situation beaucoup plus confortable pour tout le monde. Et on espère bien justement que le tram aura un effet sur la réduction des véhicules en centre-ville, puisqu'il y aura des possibilités de laisser sa voiture à l'extérieur et de descendre avec une vitesse correcte et un confort tout à fait adapté en centre-ville, qu'il y aura des pistes cyclables aménagées autour du tram, que voilà, tout ça fera que ça sera de toute façon plus simple. Mais il y a encore bien d'autres choses à faire, bien d'autres outils, bien d'autres choses à imaginer en centre-ville pour que tout ça se coordonne et que l'équilibre se fasse entre automobilistes, cycles, piétons. Adrien Caillot, j'aimerais qu'on revienne sur le sentiment d'insécurité parce que, effectivement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que des gens ne prennent pas leur vélo justement à cause de ce sentiment. Comment on lutte contre ça pour justement promouvoir l'utilisation des cycles? Et en tout cas, je suis parfaitement d'accord sur cette histoire de sentiment d'insécurité. Et c'est pour ça que nous, l'association, on milite pour des aménagements. C'est pas, bon, parfois si, mais en général, c'est pas pour nous cyclistes qui faisons déjà du vélo et qui n'avons pas attendu qu'il y ait des pistes cyclables pour en faire. C'est pour que tout un chacun puisse se dire j'ai envie de faire du vélo, je le fais. Je m'y mets. Je peux aller au boulot à vélo sans me demander si je rentre vivant ce soir. Mais quand on a un bus qui arrive, par exemple, je pense à une rue qui n'est pas très loin de nos studios, quand il y a des bus, les vélos peuvent s'engager sur une piste cyclable à contresens et que le bus prend toute la place et roule lui aussi sur la piste cyclable et qu'on est obligé de se jeter sur le trottoir, le sentiment d'insécurité, il n'est pas très loin de l'insécurité tout court, si je puis me permettre. Je suis moyennement d'accord parce que les chauffeurs de bus sont des professionnels qui savent très bien, même c'est vrai qu'un bus ça fait peur. On arrive face à un bus, c'est un poids lourd, ça fait peur. Mais la personne qui est au volant, c'est pas un débutant qui vient d'avoir son permis en principe. Ouais, en tout cas, c'est un permis transport en commun qui est très contraignant. C'est quelqu'un qui est un professionnel qui sait gérer ce genre de situation. Et non, cette personne va pas nous écraser. Donc, moi, dans ce cas-là, je me pousse à droite, un petit signe merci de la part du chauffeur en général, et ça se passe très très bien. Il n'y a pas à avoir peur en tout cas pas des bus. C'est plus certains automobilistes qui vont nous poser problème, mais les automobilistes posent problème. Certains. Je ne fais pas de la généralisation. Tout à fait. Disons que le problème est le suivant, c'est que le sentiment d'insécurité existe également du côté de l'automobiliste. C'est-à-dire que quand on circule la nuit et qu'on voit par exemple un cycliste qui circule aussi, qui n'est pas éclairé, parfois on prend peur, on dit mais un peu plus je le renversais. Les cyclistes qui franchissent les feux rouges, parfois ça fait peur également. Maintenant, cette impunité qui existait jusqu'à présent est quand même devient un peu plus limitée, puisqu'à Strasbourg, où effectivement il y a une circulation à vélo qui s'est amplifiée, eh bien, la police est plus vigilante aux infractions commises par les automobilistes. Et depuis le début de l'année, il y a 200 cyclistes qui se sont fait verbaliser. Donc, c'est pour rappeler aussi que le code de la route existe pour tout le monde, qu'il faut également, lorsqu'on utilise son vélo, un équipement adéquat, qui soit en bon état. Et disons que l'automobiliste, lorsqu'il prend le volant, est aussi inquiet pour les personnes qu'il a amenées à rencontrer. Alors, je rebondis sur ce que vous disiez. Le code de la route, justement, il évolue. Il va bientôt il permet déjà
aux cyclistes de passer de franchir un carrefour malgré un feu rouge dans les villes qui le souhaitent. Ça va bientôt être le cas à Besançon, je crois, et c'est déjà le cas à Montbéliard depuis l'automne dernier. Alors comment cela se passe-t-il? Regardez ce reportage et on réagit juste après. Un cycliste qui passe au rouge, c'est désormais légal à Montbéliard. En tout cas sur les 26 carrefours équipés de ces petits panneaux de signalisation. Ici, les vélos peuvent continuer même lorsque le feu est rouge pour leur plus grand plaisir. Oui, c'est bien, parce que c'est vrai que des fois, en vélo, on peut passer au feu rouge, c'est plus facile, c'est mieux. Ça permet de s'engager, si vous voulez, beaucoup plus tranquillement au feu, parce qu'on n'a pas les obligations de pédaler et d'accélérer très vite pour que les véhicules ne nous accrochent pas. Depuis le 12 janvier, le code de la route a été assoupli au niveau national en faveur des vélos. La ville de Montbéliard a donc saisi l'occasion pour poursuivre sa politique en faveur des deux roues. On a permis les contresens cyclables sur les zones 20 et les zones 30. On met cette signalétique-là. Donc l'idée, c'est vraiment de favoriser, de développer l'usage du vélo en ville pour toutes les personnes qui en éprouvent le besoin, que ce soit pour aller à son travail, que ce soit en termes de loisirs. Très attendus par les associations de cyclistes, ces nouveaux panneaux ne sont pas pour autant des laissez-passer. Le panneau l'indique bien, c'est un cédé de passage. Le cycliste doit donc laisser la priorité à la fois aux piétons et aux autres véhicules qui arrivent sur les voies transverses. A priori, il n'y a pas de problème. Comme je disais, on a déjà fait les expériences sur Bordeaux ou sur Strasbourg. Ça fonctionne bien depuis 1 an ou 2. Vigilance et prudence donc. Il faudra sans doute du temps pour que les vélos s'insèrent parfaitement au pays des autos. Voilà, vous pouvez réagir sur la page internet de notre émission pour poser vos questions à nos invités. Louis-Philippe Feuerstein, vous disiez tout à l'heure, les automobilistes ont peur des cyclistes qui franchissent les carrefours au feu rouge. Mais là, maintenant, c'est permis. Tout à fait. Mais comme le disait la personne qui a été interviewée, ce n'est pas un droit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme un cédé le passage. On peut franchir l'intersection à partir du moment où la voie est dégagée. Est-ce que vous avez l'impression que le code de la route évolue en faveur des cyclistes ? Non, pas forcément, puisque il n'évolue pas en faveur des cyclistes, mais apparemment avec les expériences qui sont tentées sur Strasbourg aujourd'hui, eh bien on voit que le code de la route s'applique à tout le monde. Et donc il n'y a pas de changement au niveau du code de la route. Disons certains aménagements qui sont faits, qui vont éventuellement même dans le bon sens. Mais ce code de la route s'appliquera à tout le monde. Alors ça fait râler néanmoins beaucoup d'automobilistes, ces nouveaux carrefours feux rouges qui peuvent être franchis par les cyclistes. Comment vous réagissez, Adrien Caillot, vous c'est vraiment un élément de développement du vélo ? Oui, clairement, puisque ça nous évite, en fait, qu'on le rappelle bien, ça permet pas aux cyclistes de franchir le feu rouge, mais seulement d'effectuer une manœuvre. C'est-à-dire qu'en général, c'est un tourne à droite. On va franchir ce qui n'est plus un feu rouge mais un panneau qui va s'appliquer uniquement dans le cadre d'une manœuvre de tourne à droite où on ne croise aucun véhicule en fait. On ne croise pas la trajectoire des véhicules qui arrivent de notre gauche ou autre. Donc on n'avait pas techniquement de raison de s'arrêter auparavant. On avait juste une obligation légale de le faire qui n'était pas justifiée. Donc maintenant on nous donne cette possibilité de le faire. Et ça va permettre, comme expliquait très bien le monsieur, au lieu de s'arrêter et puis devoir relancer péniblement avec un flux d'automobile qui démarre derrière soi, ce qui est une des situations les plus inconfortables à vélo, on peut simplement passer tranquillement après avoir vérifié qu'aucun piéton ne traverse et après avoir vérifié qu'il n'y a pas un poids lourd qui arrive et qui va quand même empiéter et qui nous empêche de nous engager. Donc une fois qu'on a fait toutes les vérifications d'usage, on peut passer. Cyril Deveza, cette signalétique particulière, en fait, c'est au bon vouloir des villes, c'est ça ? Et du coup, Besançon a choisi de la mettre en place très prochainement ? Très prochainement, d'ici fin juin, 42 carrefours seront équipés de panneaux pour permettre effectivement aux cyclistes avec toutes les mesures de sécurité qu'on a évoquées déjà, de faire attention aux piétons qui traversent, aux véhicules qui arrivent sur leur gauche, mais de ne pas effectivement perdre de l'énergie et du temps à s'arrêter à un feu alors qu'ils peuvent sans danger soit tourner à droite, soit aller tout droit sur un carrefour hanté. Je ne vous ai pas posé la question, mais est-ce que les cyclistes sont plus victimes que les autres d'accidents de la route ? Non. Absolument. Ah, alors, ça répond différemment des deux côtés de la table. Par rapport au nombre des usagers, par rapport au déplacement, effectivement, au niveau de l'accidentologie, il représente quand même un nombre important au niveau des tués. Ça, c'est bon, il faut relativiser. Dû à des imprudences ?
Non, dû à la circulation en général, hein, donc pas dû au fait d'imprudence du cycliste, hein, mais effectivement, ils payent quand même un lourd tribut au niveau du nombre d'accidents. Parce qu'ils sont plus fragiles. Parce qu'ils sont plus fragiles, absolument. C'est pas tout à fait. Enfin, moi, je partage pas tout à fait votre analyse, c'est-à-dire que sur Besançon, en tout cas, on est à 6% d'accidents concernant des cyclistes, donc pas des morts. On n'a pas de morts cyclistes à Besançon. Je pense que la plupart des cyclistes qui trouvent la mort face à une voiture ou un camion, c'est plus dans des grandes villes avec des problèmes d'angle mort de camions ou de bus, qui est un vrai problème à gérer, ou sur les routes de campagne, sur du coup des personnes qui font réellement du vélo en tant que sport et qui se font faucher sur les bords de route parce que la vitesse est accrue. En ville, il y a pas de mort. Je parlais au niveau national, au niveau des chiffres. Hein, donc, Bon, après, les situations locales peuvent être particulières. Messieurs, est-ce qu'on s'achemine finalement vers des centres-villes réservés à terme aux piétons, aux vélos et aux transports en commun? Est-ce que c'est le but, par exemple, de la municipalité byzantine? Je ne vais pas m'avancer sur les projets du maire de Besançon. J'espère, à long terme. C'est-à-dire, entendons-nous bien. En tout cas, vous, en tant que conseiller municipal d'Europe Écologie Les Verts, c'est ce que vous aimeriez? Il faut équilibrer toutes les choses. C'est-à-dire que je pense que Besançon est une vieille dame avec un cœur ancien, des artères étroites. Donc, on l'a déjà aménagé de manière à ce que ce soit une zone de rencontre. Ça, il y a assez peu de gens qui le savent. On va essayer de retravailler sur les entrées de la zone de manière à ce que tout le monde respecte le fait qu'on doit rouler à 20 km/h maximum, ce qui explique que quand il y a des contresens cyclables, il n'y a pas de danger. À 20 km/h, il n'y a pas de danger. C'est vrai qu'à la longue, un cœur de ville apaisé, c'est bien pour tout le monde, pour le plaisir de s'y promener, pour les commerçants, parce qu'on a fait des études qui démontrent clairement que les cyclistes, les piétons consomment au moins autant que les automobilistes qui viennent en ville en voiture. Dans les magasins du centre-ville. Voilà. Que Besançon a une ceinture de parking largement suffisante pour permettre aux gens de faire 200 mètres à pied pour se rendre dans les commerces. Et il n'y a pas besoin de pousser les voitures à rentrer dans le centre historique. Il n'y a pas d'utilité à ça à Besançon. Louis-Philippe Feuerstein, on exclut peu à peu les voitures des centres-villes? Ça dépend des agglomérations. Effectivement, il y a des agglomérations où il y a un centre historique, comme disait monsieur, que ce soit Colmar, Montbéliard, Besançon, effectivement, qui soit préservé, qui ait quand même un libre accès, effectivement, à vitesse réduite pour permettre aux riverains de se rendre chez eux, pour permettre les livraisons des commerces. Bien d'accord là-dessus. Donc il y a quand même une activité et une circulation qui doit rester possible pour les personnes qui ont affaire au centre-ville. Bien sûr, artisans, livraison, habitants du centre, évidemment, il faut un accès facilité parce qu'ils n'ont pas à être punis d'habiter au centre-ville. Mais tous ceux qui n'ont rien à y faire, en revanche, ils ont un parking extrêmement près à chaque fois. Mais ça marche, excusez-moi, mais les parkings relais, notamment à Besançon, ils sont rarement pleins. Alors je ne parlais pas des parkings relais, je parle vraiment de toutes les places de stationnement autour de la boucle qui permettent à n'importe qui d'aller au centre-ville en 2 minutes. Après, les parkings relais, c'est une autre démarche. J'espère qu'ils démarreront réellement une fois que le tram sera mis en place, parce que là, c'est un vrai confort de vie. Est-ce qu'on peut tout faire à vélo? Est-ce qu'on peut faire ses courses, aller déposer son enfant à l'école? On a l'impression que c'est un peu impossible. Il faut être Superman ou Superwoman pour tout faire à vélo. Là, c'est drôle comme question parce que c'est vrai qu'en France, on a vraiment l'impression, quand on écoute les gens, que c'est impossible. Un coup, quelqu'un m'a dit, c'est une histoire de mentalité. Spontanément, m'a dit, mais je peux pas aller au travail à vélo, j'emmène mon ordinateur portable. Je dis, il est pas portable, votre ordinateur. Donc c'est quoi? C'est des blocages psychologiques? C'est un manque d'information, c'est qu'on n'a pas l'habitude en fait de voir beaucoup de gens aller au travail à vélo, emmener des choses à vélo. Moi j'ai un vélo avec un porte-bagages derrière et un porte-bagages devant, 2 sacoches. Je fais toutes mes courses avec. Je remplis les 2 sacoches, le porte-bagages devant et je mets un carton, etc. Je fais toutes mes courses avec. Pour emmener les enfants, il y a des sièges enfants, des remorques, il y a tout ce qu'il faut. Bon, très bien, on va poursuivre le débat dans un instant. C'est bientôt midi. On se retrouve dans quelques instants juste avec Christophe Joly pour le flash d'information. À tout de suite.